Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Kinédi. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Antoine Comte, kiné à Paris dans une salle de CrossFit et aussi préparateur physique pour une équipe de rugby à Boulogne. Antoine est aussi cofondateur de PT Jab, un organisme de formation. Antoine va nous parler de son parcours, de ses formations en thérapie manuelle en Belgique, mais aussi de son master en kiné du sport qu'il poursuit à Bath et de son cabinet à Paris dans le 11e, K11. D'ailleurs, j'en profite pour saluer toute l'équipe de kiné. Avec Antoine, on va parler du CrossFit, des pathologies liées au CrossFit et qui peuvent toucher les épaules, les lombaires et les genoux. Puis Antoine va nous parler de son expérience avec l'équipe de rugby qui l'accompagne, de la préparation physique des joueurs, de la récupération, mais aussi des pathologies rencontrées dans ce sport. Si ce n'est pas déjà fait, j'en profite aussi pour vous demander de prendre 2 petites secondes pour liker l'épisode, partager l'épisode et vous abonner au podcast. Comme ça m'aidera à faire grandir le podcast et vous proposer du contenu intéressant chaque lundi. Salut Antoine et bienvenue sur Kinédi. Tu vas bien ? Salut Gabriel, merci pour l'invitation. Je vais très bien et toi ? Écoute, super, je suis très contente de te recevoir au micro. Pour la petite anecdote, Antoine, j'ai rencontré parce que j'ai fait un remplacement pour lui. Je t'ai remplacé pendant 2 semaines dans ton super cabinet à Paris dans le 11e. Et j'ai adoré en fait l'énergie et l'ambiance qu'il y avait au cabinet. Donc c'est pour ça m'a donné aussi envie de t'interviewer. Ça fait super plaisir, mais c'est pareil pour moi. Écoute, j'ai été super content de tomber sur toi pour le remplat. Voilà, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on a son activité de partir, de pas trop savoir comment les soins vont être suivis, surtout qu'on est dans un contexte un peu particulier dans mon cabinet et que ce soit moi ou les patients, on a senti que tout allait bien se passer très vite. Tu t'es hyper bien intégré, ce qui n'est pas facile en si peu de temps quand c'est des systèmes de remplacement. Et du coup, j'étais encore plus content de pouvoir faire ce podcast. Et en plus, en regardant un peu la chaîne de Kinédi, franchement, il y a plein de sujets hyper intéressants qui sont abordés. Donc, tu vois, si il n'y avait pas eu ce remplacement, j'aurais pas entendu parler de ce podcast forcément de première écoute. Donc, je suis très content. Écoute, génial, c'est bon, on a fini, hein. Bon, alors, Antoine, avant qu'on commence, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de toi, nous parler de ton parcours et comment tu travailles aujourd'hui ? Ouais. Alors, du coup, moi, je suis initialement diplômé de l'IFMK d'Assas de 2016. Une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé d'abord en hôpital parce que j'ai fait un CFA avec un hôpital qui m'a financé 2 années d'études et pour lequel je devais travailler 2 ans. Et en fait, c'est à la sortie du diplôme que je pense qu'il y a eu un premier virage qui est arrivé. J'ai bossé à l'hôpital d'Aubonne avec un ancien prof à moi qui s'appelle Adrien Palot, que peut-être pas mal de gens connaissent Oui, je l'ai dans les aussi comme IFMK prof. et qui, voilà, ouais, super. Et en fait, à ce moment-là, c'était assez drôle. Adrien venait d'arriver à Aubonne. J'étais d'abord allé là-bas en tant que stagiaire étudiant et j'étais son premier stagiaire. Et il voulait mettre en place un parcours de stage où on abordait le BP. Alors pour moi, j'étais en première année, je savais pas du tout ce que c'est le BP. Vraiment, on attaque. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et quand j'ai été diplômé, je me suis retrouvé à nouveau à Aubonne où j'étais parti en stage. Mais cette fois, du coup, Adrien était là depuis quelques années. Et j'ai participé avec lui à intégrer les stagiaires et essayer de discuter de BP là-dessus. Et Adrien ne restait plus très longtemps dans cet hôpital-là, il allait partir, mais avant qu'il parte, du coup, j'ai discuté avec lui de mon envie de continuer à me former. Et à ce moment-là, je sentais que je manquais d'outils sur ma pratique, notamment sur le trouble musculo-squelettique. Et on va dire que les principales formations continues qu'on visait à ce moment-là, c'était soit ostéo ou des formations de thérapie manuelle très hands-on. Et d'un côté, ça m'attirait parce que je me disais qu'il y avait des outils, et en même temps, par rapport aux données scientifiques et à mes réflexions evidence-based, j'étais pas non plus hyper convaincu de l'approche à prendre, quoi.
Et c'est là qu'il m'a dit, bah écoute, en fait, Antoine, si tu as envie de faire quelque chose d'un peu plus construit niveau ressources et que tu es prêt à pas spécialement rester sur Paris, il y a des formations en Belgique qui sont vraiment d'un très bon niveau euh, aux universités, voilà, soit de Bruxelles, soit de Louvain, soit de Liège. Euh, donc j'ai commencé à regarder ça, ça m'a pas mal intéressé. Et il y a eu le congrès des JFK de 2017, où au JFK, il y a beaucoup d'étudiants et de professeurs belges qui interviennent. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a je me suis senti vraiment dépassé Ah oui, par carrément. par leur niveau. Ouais, c'était pas comparable. Enfin, après, j'étais jeune diplômé. Hein, ce congrès-là, il était en 2017. J'avais à peine un an de diplôme, mais on va dire, eux, ils étaient quand ils sont jeunes diplômés, ils ont leurs 4 ans d'études, donc déjà un an de plus que moi, plus pour un certain nombre d'entre eux déjà 1 ou 2 ans de master derrière. Donc c'est Mhm. normal qu'il y ait ce truc-là, qu'il y ait ce décalage-là, mais je me suis dit, ah ouais, en fait, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe là-bas. Donc, formation continue en Belgique. Je suis parti sur une formation de 2 ans. Euh, c'est un certificat de thérapie manuelle orthopédique Mhm. qui avait lieu un week-end sur 2, un week-end sur 3, sur 3 à 4 jours. Euh, donc là, le principe de la thérapie manuelle orthopédique, c'était de faire un gros focus sur le raisonnement clinique, d'aborder les différents courants de TMO qu'on peut connaître. Donc, dans la TMO, il y a plein de choses, que ce soit Maitland, Mulligan, Mackenzie, des séminaires sur la communication, des séminaires sur l'ATM. Enfin, tout ça, ça rentrait dans le certificat et eux, leur but, c'était de nous ouvrir la réflexion sur ces différents courants. Et s'il y en avait un qui nous plaisait plus, là, ils nous engageaient à nous former plus loin dedans. Mais ce que j'aimais beaucoup, c'est de me dire, je ne vais pas faire une formation pour devenir expert d'une méthode. J'ai pas envie de devenir expert Maitland ou expert Mulligan. J'ai envie de devenir plus expert dans le trouble musculo-squelettique. Mhm. Et ça a répondu complètement à mes attentes là-dessus, avec des cours enfin, sur la littérature, sur comment il y a un article, comment est-ce qu'on le critique. Euh, enfin, je l'ai trouvé ça vraiment qualitatif comme formation. Et après ça, du coup, je suis revenu sur Paris. À partir de là, pile quand cette formation-là s'est finie, j'ai commencé à travailler à K11, mon cabinet actuel, du coup, qui se trouve dans une salle de CrossFit. Donc, je me suis retrouvé un peu plus plongé dans le milieu du sport. C'était Mhm. pas autant que maintenant. On va dire, j'avais une population plus générale dans un environnement sportif, mais voilà, j'étais très très bien dans cet entre-deux-là, mais je me disais quand même, bon, il y a un moment où ce serait bien de chercher une formation plus axée sport pour développer, pareil, des compétences dans ce milieu, parce que de moment, je me retrouve un petit peu limité. Et du coup, les choix que j'avais, c'était soit de me tourner vers des formations d'un an qu'on trouve pas mal en France, Oui. soit des certificats, soit des DU, enfin, voilà, on a plusieurs types de formations qui existent. Mais j'étais au moment où, pareil, je sais que j'aime bien avoir les formations un peu plus longues. Je suis un petit peu lent au démarrage, donc les trucs sur un an, je sais que enfin, j'apprends plein de choses, mais je m'épanouis plus quand j'ai quelque chose qui est plus long. Mhm. Et du coup, je sentais aussi que c'était temps enfin, j'avais envie d'aller vers un grade master. Euh, Pas seulement pour le grade, mais aussi parce que le côté théorique et réflexion sur sa pratique, développement de process m'intéressait pas mal. Autant quand j'ai choisi d'aller en Belgique pour un DU, je voulais pas quelque chose de trop théorique. Je voulais plein d'outils. C'était ça qui me manquait. Là maintenant, je sentais que des outils j'en avais, mais que ma réflexion elle allait parfois pas assez loin. Que j'avais Ouais. besoin de pousser ça. Et pour moi, ce qui représente le master, c'est ça. On va pas faire un master Mhm. pour avoir Oui. des outils de terrain. On va faire un master pour développer des compétences de réflexion, pour contourner des problèmes, Oui. innover face à des situations, ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est vrai. Mhm. Et bah, du coup, ça s'est débloqué exactement comme en Belgique. Je suis allé à un congrès
Et à un congrès, on m'a dit, bah écoute, Antoine, si tu es prêt à bouger un peu, il y a le master de l'université de Bath. Donc, celui qui en avait parlé, c'était François Fourchet, un membre de la SFMKS et qui travaille à l'hôpital de la Tour. On peut retrouver pareil sur plein de ressources en France. Et qui m'a dit, bah écoute, moi j'ai pas mal d'étudiants qui partent là-bas et on est toujours très satisfaits de. Eux sont très satisfaits et nous satisfaits de leur travail. Donc, je te conseille d'y jeter un œil. J'ai regardé ça et je me suis dit, bon, bah, go, hein, c'est parti. Ça a l'air Allez. trop bien ce master. Donc, En plus, c'est sympa comme j'ai. ville, Bath. Ouais, voilà, alors, c'est super sympa, mais c'était que du distanciel presque. Ok, Donc, je ouais. savais que j'allais peu y aller. Mais voilà, entre la Belgique, j'ai laissé un an où j'ai pas fait de formation. Et au bout de cette année-là, j'ai dit, allez, là, ça part pour un master. Et je partais pour 3 à 5 ans. Donc, je l'ai commencé en 2020, donc je suis dans la quatrième année. Et, Mhm. et, C'est et long, hein, pour un c'est master. long. C'est long. C'est très long. C'est courageux, hein. Alors, c'est pas que courageux. Moi, je partais pour 3 ans. Ok. Enfin, j'avais pas compris. Toute la promo n'avait pas compris un truc, c'est que, en fait, le master, ils disent que c'est sur 3 à 5 ans parce qu'on a 2 ans de cours incompressibles et ensuite le projet de recherche. Donc, Oui. nous, on avait compris que les 2 ans de cours, ils pouvaient s'étaler entre 2 et 4 et puis après, il y a un an de recherche dans tous les cas. Mais en fait, c'est C'est l'inverse. c'est presque comme un doctorat, en fait. Alors C'est une ça, thèse. voilà, en gros, sur la longueur, ça ressemble vraiment à un doctorat. Ouais. Ce qui différencie là-dessus, c'est qu'au final, on ne produit qu'une seule étude à la fin. Mhm. En fait, on a 2 ans de cours, puis ensuite notre projet de recherche. Bon, on peut choisir des choses plus ou moins difficiles, hein. On peut toujours, même pour un niveau master, on peut faire un niveau de recherche qui est tellement élevé que ça ressemblerait à une thèse. Mais dans tous les cas, une thèse, ça demande plusieurs projets de recherche. Donc, on va dire que ça se ressemble que par la longueur, mais par le contenu. Maintenant que j'ai échangé avec pas mal d'étudiants en thèse, voilà, je sais que je sais qu'il y Voilà. a encore un step, quoi. D'accord. Et donc, c'était un master spécialisé kiné-sport? Exactement. Ok. En fait, au Royaume-Uni, il y a quand les étudiants kinés deviennent kinés, ils sont bachelor. Et une fois qu'ils décident d'évoluer dans un domaine, par exemple le sport, ils vont faire des masters dans cette filière-là. Parce que nous, on a moins en France. Là, par exemple, au Oui. Royaume-Uni, une fois qu'on a le master de l'université de base, on peut prétendre à des titres ou à des postes de chef des physios d'une équipe ou enfin, voilà, avoir ce poste de responsabilité parce qu'on a un diplôme qui permet de prendre ce poste avec plus de responsabilité. Ok. Que chez nous, voilà, on a tous notre diplôme d'État. Ouais. Après, on se distingue par des formations ou autres, mais en termes de certification, on est tous au même niveau, plus ou moins, quoi. Hmm. D'ailleurs, tu pourrais travailler en Angleterre avec ce master facilement? Normalement, ouais, je pourrais travailler là-dessus. Je pense que ça dépend. Alors, en Angleterre, oui. Dans d'autres pays, je pense qu'il y a des pays où ce serait plus compliqué. Je pense par exemple aux États-Unis. Je pense que je ne sais pas à quel point le master permettrait d'obtenir une équivalence. L'équivalence, ouais. C'est sûr que ça débloquerait des portes. Souvent, quand on se pose la question d'aller travailler à l'étranger, il faut des équivalences. Là, le fait que le master rentre dans le système universitaire, il a cette reconnaissance internationale, donc c'est pratique. L'université de Bath a un rayonnement international aussi sur le domaine sport, Oui. prévention, santé. Donc pareil, ça ouvre des portes là-dessus. Mhm. Mais comme c'était pas trop dans Ok. mes projets, je suis pas plus renseigné que ça. Oui, ok. Alors du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta pratique, ce master? Qu'est-ce que t'as... Ah, ça, c'est la bonne question. Alors, ce que ce master m'a apporté, en fait, ça a été beaucoup de remise en question sur ma pratique. Si je dois comparer le DU et le master, euh, ben, je commence un peu à faire à prendre du recul maintenant pour comprendre un peu ça. Donc c'est assez frais dans ma tête. Mais le DU, ça a été 2 années où j'ai pas trop pris de formation complémentaire parce que
presque tous les week-ends ou un week-end sur deux, j'allais apprendre des nouveaux trucs et j'appliquais ça au cabinet et point. Que en fait, pendant mes années de master, c'est là que j'ai pris énormément de formations complémentaires parce que, en gros, au master, je faisais face à je réfléchissais sur ma pratique, je me disais, ah bah, en général, je me retrouve face à telle pathologie ou tel patient, bah là, je sens que je suis pas optimal dans mon traitement. Du coup, je réfléchissais à ce qui me manquait. Ah bah, je trouvais que ce qui me manquait, c'était que j'étais pas assez calé sur tel type de traitement ou tel type de pathologie. Boum, j'allais chercher une formation sur ça. Et en fait, ça fait que j'ai développé beaucoup de compétences. Enfin, j'ai cherché à développer beaucoup de compétences dans plein de domaines parce qu'à chaque fois que je me trouve face à une limite, bah, je me dis, bon, bah, faut que je la contourne, donc je vais chercher ça. Donc, c'est par exemple avec le master que j'ai cherché à développer mes capacités, à développer mes mesures en bilan, donc mes mesures de force via les dynamomètres, via les plateformes de force, via de l'observation. Enfin, bref, il y a plein de choses comme ça, par exemple, que j'ai dû faire avancer. Il y a aussi beaucoup de liens que j'ai fait avec la préparation physique. Il y a beaucoup de traitements qui reposent sur cette notion de charge. Or, être capable de appliquer de la charge, la monitorer, la prescrire, il y a, on va dire, des compétences kiné, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont vues en préparation physique. Donc, en fait, plus je sentais que j'avais besoin d'aller loin là-dedans, plus bah, j'allais chercher un peu des deux côtés, du côté kiné et du côté des formations en préparation physique pour développer mes traitements. Pour le projet de recherche aussi, le projet de recherche, c'est un peu, j'avais mon entretien ce matin avec mon superviseur et on faisait un peu le point aussi, pareil, sur le parcours. Et c'est ce qui était drôle, c'est que je me rends compte qu'en fait, mon master, mon projet de recherche, il a été dessiné juste par mes envies d'apprendre des trucs, quoi. J'avais envie d'apprendre à utiliser des plateformes de force. Du coup, je me suis dit, on va faire un projet de recherche qui a besoin des plateformes de force. J'avais envie d'apprendre à faire des profils force-vitesse et à les analyser. Bah, j'ai dit, on va mettre des profils force-vitesse dans mon master. Là, j'ai envie de apprendre à gérer des données, faire du traitement de données statistiques. Donc, on va utiliser le logiciel RStudio pour essayer d'apprendre à gérer les statistiques et faire de la visualisation de données. Enfin, voilà, en fait, ce master-là, ça m'a appris à me dire de quoi j'ai besoin pour évoluer dans ma pratique et d'aller le chercher. Voilà. Super, ouais, c'est génial. Bah, c'est vachement motivant en fait. Hein. C'est la curiosité, ouais. C'est ça quoi, ça part de là. C'est ça, c'est ça. Ça donne envie et puis après, bon, du coup, ça demande du temps, mais c'est cool. D'ailleurs, justement, en parlant de temps, comment tu as fait pour t'organiser avec le cabinet et ton master? Et encore les formations que tu faisais à côté. Alors, en gros, le master, ce qui préconisait, c'était d'allouer 10 heures par semaine au master. Donc, moi, pour faire ces 10 heures, je me donnais 2 après-midi, enfin 2 demi-journées obligatoires, matinée ou après-midi. Ils sont répartis dans mon emploi du temps où je ne suis pas au cabinet. Une troisième qui était optionnelle. C'est-à-dire que s'il y a des périodes où j'étais bien niveau timing, bah, je pouvais utiliser pour des activités perso, faire du sport, faire d'autres trucs, etc. Ouais. Quand c'était un petit peu chaud, bah là, du coup, j'allouais cette demi-journée supplémentaire au master. Et quand c'était vraiment chaud, là, j'allais piocher sur le week-end. Donc, j'avais un peu trois répartitions, 2 demi-journées quand c'est bien, 3 si c'est un peu chaud, 4, par exemple, la semaine, voilà, la semaine avant chaque rendu, c'était toujours la même chose. Ouais. Sur ça. C'est super comme organisation, je trouve. C'est pas mal. Après, avec le recul, je me rends compte que cette organisation, elle a bien fonctionné 2 ans, 2 ans et demi. Sur la 3e année, là, je commençais à un peu saturer. Donc, il y a eu des périodes quand même qui étaient plus floues, où quand je rendais un truc, je sortais complètement de ça. Et puis après, je me mettais un petit peu dans le jus sur la phase d'après. Donc, en fait, c'était un petit peu en dents de scie. Mais c'est là que le choix du master compte beaucoup. C'est, en fait, comme on est tous professionnels dans ce master-là, ils sont très flexibles sur les dates de rendu, de devoirs, choses comme ça. Oui, c'est pas l'école. Exactement. C'est il faut rendre un devoir à telle date. Si on leur envoie un message en disant telle date là, je sais que moi ça va pas être possible, je veux le rendre un mois après.
il n'y a aucun problème, tant qu'on les prévient avant. Il ne faut juste pas les prévenir le jour du rendu. Là, ça compte pas. Mais si c'est avant, ils sont très flexibles pour nous permettre de travailler en même temps. Ok. Donc, avec la distance maintenant, la perspective, est-ce que tu le referais le master si tu avais le choix? Le master, je le referais si c'était à refaire. J'ai eu un petit moment de doute là-dessus. En fait, quand les cours finissent et qu'on est seul sur son projet de recherche, Hmm. il y a un petit temps où je me suis dit, ah bon, j'ai appris plein de trucs, mais je me suis un peu... en fait, le système du master, c'était plus, on nous lançait des sujets, on devait faire une revue de littérature sur des sujets, du coup, on apprend plein de trucs, mais qu'on se construit nous-mêmes. Hmm. Ensuite, derrière, il y a un système d'évaluation qui voit si on est passé à côté de la plaque, etc. Ou pas. Mais on n'a pas vraiment un cours sur l'épaule, un cours sur ça, un cours sur la performance. C'est plus nous qui construisons notre propre cours. Et je me suis demandé, ah ouais, mais est-ce que j'ai bien fait de faire ça ou est-ce qu'au final j'aurais dû le faire tout seul et prendre des formations plus pratiques. Et en fait, maintenant, quand je regarde les outils que ça m'a forcé à apprendre à maîtriser, euh, bah en fait non, ce que j'ai, c'est peut-être que d'un certain point de vue, c'est plus solide que parfois des compétences apprises très vite parce qu'on nous les donne comme ça. Donc je sais pas l'un est mieux que l'autre, mais c'est plus en fait je pense que j'ai fait le bon choix et je suis content de ça maintenant. Ok. Bon, bah, super. Tant mieux. Alors, on va parler un petit peu du CrossFit. Donc, Ouais, déjà, donc, le cabinet de kiné. Donc, tu es titulaire hein, du cabinet ouais, avec. on est deux titulaires avec Alicia Daniel. Ouais. Et donc, toi et Alicia, vous êtes titulaire d'un cabinet qui est dans une salle de CrossFit. C'est ça. Alors, c'est venu comment d'ailleurs? Est-ce que ça a toujours été comme ça ou... Alors en fait, c'est venu grâce à Alicia. Alicia fait du CrossFit depuis de nombreuses années et elle est diplômée de un an avant moi. Et en fait, elle s'est toujours entraînée avec la salle de CrossFit Original Addicts que je salue au passage. Oui. Euh, et CFOA en fait déménageait de lieu à un moment et il y avait un local qui pouvait se prêter à créer un cabinet. Et comme cette salle de CrossFit développe une vraie identité sport-santé, leur but c'est plus d'avoir des pratiquants en bonne santé, d'améliorer leur fitness pour leur santé que de chercher leur performance. L'idée d'avoir un cabinet dedans était carrément cohérente. Donc il y avait d'un côté Alicia qui connaît le CrossFit, qui est professionnel de santé, qui a toutes les compétences pour faire ça, et d'un autre côté, une salle de CrossFit qui a des coachs sensibilisés à la santé et qui a envie d'intégrer un espace santé, et ça a créé ça. Et moi, en fait, c'était au moment où Alicia a du coup fait cette annonce-là sur le réseau des kinés en disant qu'elle cherchait quelqu'un pour voilà, intégrer un cabinet qui allait ouvrir. Moi, je revenais sur Paris, donc c'était après la formation en Belgique, j'ai dit bah go, moi Ça c'est un tombait projet bien. qui me convient bien, donc voilà. Et on a ouvert en mars 2019. Ok. Donc, vous avez beaucoup de patients qui vous viennent du CrossFit ou pas tant que ça? En quantité, on n'en a pas tant que ça, parce qu'en fait, les patients qui viennent du CrossFit, ils savent que, enfin, ils connaissent un peu le process, ils viennent, ils font leur bilan, on leur donne leurs exercices à faire, à intégrer avant les séances de CrossFit ou après les séances de CrossFit ou dans leur quotidien, et ils ont un fonctionnement assez autonome. C'est un peu le système en CrossFit, on arrive, on voit ce qu'il y a au tableau, ensuite on fait notre entraînement et c'est bon. Mais du coup, ils sont assez auto-efficients en fait. On leur donne un truc, ils vont le faire, ils vont le mettre en place. Et du coup, c'est pas forcément les patients qu'on voit le plus, ni le plus souvent au cabinet. Ça dépend après des pathologies. Il y en a forcément. Ça peut arriver malheureusement qu'il y ait des cas, par exemple, rupture des ligaments croisés, opérés. Bah oui, eux, on va les voir plus. Mais sinon, sur la majorité des pratiquants de CrossFit, ils sont assez autonomes. Ouais. Ouais. Oui, parce que c'est vrai, ils arrivent, ils font leur WOD, hein, Workout of the Ouais, Day. exactement.
D'ailleurs, justement, tu parlais de pathologie. Alors, c'est quoi, d'après ce que tu as vu, les pathologies qu'on voit le plus au CrossFit? Alors, justement, il y a des études qui ont été faites là-dessus. On en a plusieurs, des assez grosses études en international. Je crois qu'en France, je sais qu'on en a eu une d'un kiné, Emeric Verver de Aime ton kiné sur Instagram, Oui, qui avait participé en gros, une surveillance du nombre de blessures. Ce qui ressortait, c'est un peu toujours la même chose, c'est que les trois zones qui sont pas mal touchées, c'est les épaules, les lombaires, les genoux. ouais, On est beaucoup exposé à des blessures de surcharge. En fait, soit les personnes qui ont tendance à se blesser, c'est soit les débutants qui commencent et qui n'ont pas forcément une trop, trop bonne fort. technique ou une bonne notion de ce qu'ils peuvent faire et pas faire, ou qui sont pas voilà, encore très éduqués à ce sport, soit les pratiquants de haut niveau qui, eux, sont exposés à de très grosses charges, très souvent avec beaucoup de répétitions et qui arrivent aussi à se faire mal. Mais on va dire qu'entre les deux, on est on va dire du coup sur la plupart des participants qui sortent de cette étape débutant et sont pas dans les niveaux compétiteurs haut niveau. On est sur un sport où on se blesse moins ou autant que sur des sports qu'on a plus l'habitude de voir, sport collectif ou autre, quoi. On n'est pas, en fait, cette image qu'on a du CrossFit, on voit des gens faire des mouvements un peu barjots. On se dit, ah, mais ils vont forcément se faire mal. Au final, ils ne se font pas plus mal que les autres. Et le sport a toujours cette ambivalence où d'un côté, ça nous protège d'énormément de pathologies auxquelles on pourrait faire face si on était sédentaire. Et en même temps, ça nous expose quand même à des risques un peu sur les troubles musculo-squelettiques là-dessus. Hmm. Mais la balance reste en général, enfin, s'il faut se poser la question, est-ce qu'il faut faire du sport ou pas de sport, la balance est quand même plus sur c'est mieux de faire du sport. Du sport Ah, raisonné, ça, mais oui, c'est quand même mieux d'en faire. c'est sûr. Ouais, ça, on est d'accord, je pense. Ouais. Mais ouais, après, sur les blessures, les trois régions qui ressortaient, c'était épaules, lombaires, genoux, plutôt sur des Mhm. syndromes de surcharge. Euh, Épaules, c'est dans quel mouvement? Les lifts avec les poids? Alors, Je il y a connais. deux, en fait, il y a deux, quand soit on parle de mouvement overhead, du coup, où les mains se retrouvent au-dessus de la tête. Et là, il y a deux choses qui peuvent arriver. Il y a soit les mouvements avec des charges, haltères, barres d'haltéro, où on amène la charge au-dessus de sa tête. Donc, c'est des positions qui sont assez challengeantes d'un point de vue stabilité et aussi d'un point de vue recrutement, charge sur les structures de l'épaule. Donc voilà, plus on met lourd, plus c'est dur, plus on va vite, plus ça met de la contrainte, ça c'est une première chose. Et les autres mouvements overhead qui sont assez sollicitants, c'est les mouvements où on est suspendu à une barre. Du coup, les mouvements de Mm. poids de corps, où on est sur des tractions, des muscle-up, des tractions avec de l'élan, les fameux keeping, euh, où en fait, parfois il y a un peu une confusion qui est faite dans la logique CrossFit. Il faut d'abord développer de la force pour avoir, par exemple, des tractions strictes qui sont correctes, qui sont propres, pour pouvoir ensuite rajouter de l'élan et pouvoir faire des tractions en keeping où on voit des athlètes enchaîner plein de tractions parce qu'ils utilisent un gros élan des jambes et du reste du corps, etc. Mhm. Sauf qu'effectivement, parfois, il y a des personnes qui vont commencer par utiliser le keeping, mettre beaucoup d'élan sur leurs épaules qui n'ont pas forcément la force de les stabiliser. Et du coup, on se retrouve face à des épaules qui sont un peu mises en danger parce qu'il n'y a pas la force nécessaire pour contenir toute cette vitesse, toute cette inertie. Donc, il y a un entre-deux là-dedans. C'est-à-dire que le keeping, c'est aussi quand même sympa. Ça permet à des personnes qui ont du mal à débloquer leur première traction de ne pas rester 3 ans à faire zéro traction. C'est Oui, quand même sympa de passer la première. Ça débloque un peu des situations. Mais du coup, quand on identifie qu'une personne n'a pas assez de force d'épaule pour soutenir cette charge de travail, c'est là qu'il faut être vigilant. mm. Ok. Ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais, je les ai vus, c'est impressionnant. J'avais jamais vu ça avant. Ouais, Il y en a qui dirait qu'ils vont percer le plafond. ouais, ouais, c'est un peu ça, ouais. Non, et puis non, puis c'est sympa à voir, hein, franchement, sympa à voir, sympa à faire. Non, non, c'est cool. Une fois que c'est maîtrisé, c'est plaisant. Mais après, Voilà. c'est comme, je pense que c'est un sport qui amène beaucoup cette satisfaction-là, que ce soit sur les tractions, sur faire l'équilibre sur les mains. En fait, il y a plein de personnes qui ont commencé le CrossFit en se disant, bah, moi, je sais que je peux pas me mettre en équilibre sur les mains. Puis un jour, ils se retrouvent dans
un entraînement où faut se mettre sur les mains. La méthode et les coachs sont là pour donner plein d'exercices intermédiaires pour Oui. trouver le niveau auquel on peut démarrer. Puis, en fait, cette compétence de se mettre sur les mains qui nous semblait complètement hors sujet pour nous, finalement, en commençant un exercice intermédiaire, on se dit, finalement, ça, je me débrouille pas trop mal, j'essaie le niveau d'après. Puis à la fin, de venir sur les mains, ça devient un objectif. Puis à la fin, ça devient un objectif atteint. Et cette progression-là, elle est hyper satisfaisante. Oui. Donc parfois, c'est aussi compliqué parce qu'on veut atteindre un objectif et on ne l'atteint pas, ça met plus de temps que prévu, ça ne se passe pas comme prévu, il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais on va dire ce système de tiens, je te montre qu'en fait, il y a un chemin pour aller vers un truc qui te semble hors sujet, ça, c'est vachement cool. Ouais. Et en termes de lombaire, donc c'est quoi ce que tu vois comme pathologie du CrossFit? Sur les lombaires, alors il y a beaucoup de, il y a des lombalgies mécaniques qui se mettent en place, un peu sur le même système de surcharge. Alors pareil, il y a un lien entre la technique, la charge utilisée, la répétition de charge, parce que voilà, il y a donc, je sais pas, on peut prendre l'exemple du soulevé de terre. Il y a des personnes qui vont faire des soulevés de terre, qui vont avoir une technique parfaite, mais qui peuvent avoir des douleurs lombaires parce que ils ont mis trop lourd, trop souvent. Par exemple, des personnes qui faisaient pas de soulevé de terre ou pas tellement de renforcement musculaire avant, qui se mettent au CrossFit, ça se passe bien parce qu'ils ont des bonnes capacités et qui montent, du coup, qui prennent confiance dans le mouvement, qui vont peut-être un peu trop vite, trop fort. Ou alors des personnes qui vont bien, qui arrêtent un moment pour une raison X ou Y, vacances, je tombais malade, j'étais pas dispo, et qui reviennent au sport, qui veulent se défouler et qui mettent une grosse séance d'un coup, sans passer par une petite période de remise en charge. Voilà, c'est le C'est genre de cas ça. qu'on voit aussi. Après, il y a des personnes qui sont bien préparées, mais qui parfois sont exposées Là, je pense on a. Pour l'instant, j'ai pas eu de personnes qui sont venues me consulter après les épreuves des Open. En ce moment, il y a les Open de CrossFit. Du coup, c'est une compétition qui a lieu sur 3 semaines où le monde entier reçoit le même circuit. Mhm. Il y a une semaine égale un circuit et on a une semaine pour le faire et ensuite on a un classement mondial qui va sortir, etc. Et là, sur les 2 premières semaines, on a des mouvements qui chargent énormément les lombaires, la chaîne postérieure. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va forcément se blesser, mais c'est juste que quand on le fait, il faut être conscient que ça va charger les lombaires. Donc, faut essayer de bien contrôler sa technique, même si on veut faire des bonnes performances. Ça veut dire qu'avant, il faut bien se préparer à faire ces exercices-là et que si après les avoir faits, on a des douleurs, peut-être qu'il y a des zones qu'on peut aller chercher à renforcer, à traiter, à améliorer pour pouvoir en faire plus, mieux et sans se faire mal, quoi. Oui. C'est très complet, hein, le CrossFit. Ça travaille vraiment toutes les chaînes musculaires. L'idée en fait, l'idée de ce sport, c'est d'être le sport le moins spécifique pour être préparé à tout. La philosophie, c'est un peu un athlète de CrossFit, ce sera le premier nulle part, mais ce sera le deuxième partout. D'ailleurs, il y aura toujours, voilà, on prend les athlètes de CrossFit quand on dit, mais je suis sûr qu'il court moins vite que tel sprinter. Évidemment qu'il va courir moins vite qu'un sprinter. Un sprinter, il s'entraîne à sprinter. Par contre, il aura peut-être un meilleur arraché que le sprinter. Mais en même temps, le crossfitter, est-ce qu'il aura le meilleur arraché que les haltérophiles olympiques? Non, il aura un moins bon arraché, enfin, il sera moins bon en haltéro qu'un haltérophile. Par contre, il courra sûrement plus vite que lui, peut-être. Donc c'est un peu cette idée de faut être exposé à tout. Et quand on a cette image des salles de CrossFit, on voit voilà ce qui se passe dans la salle, mais quand on regarde les compétitions de CrossFit, il peut se passer encore plus de trucs. Il peut y avoir de la natation, il peut y avoir du vélo, il peut y avoir en fait l'environnement peut complètement changer. Il peut y avoir un trail dans une compétition de CrossFit. Ok. C'est juste que l'entraînement qu'on voit, faut que ça ait lieu quelque part, que ce soit un peu standardisé pour que les gens viennent pas le lundi matin à la salle et qu'on leur dise ok, tous dans le bus, on va aller faire un trail, mais je dois aller au bureau en fait à 9h. Désolé, ce sera pas pour aujourd'hui. Et alors, tu as parlé des pathologies d'épaule, de lombaire et des genoux. Alors, c'est Ouais. quoi pour les crossfitters? Alors, pareil sur les genoux, il y a beaucoup de syndromes de surcharge, de Ouais. tendinopathies qui peuvent arriver,
aussi des douleurs type syndrome de l'essuie-glace ou des douleurs latérales de genoux, parce qu'on est sur beaucoup de mouvements de flexion répétés, parfois avec des sauts, parfois avec de la course, et de la course sous fatigue, c'est-à-dire qu'on n'est pas, enfin c'est vrai quand on regarde les crossfitters courir, on n'est pas sur une technique optimale de course. Non. Parfois parce qu'ils savent pas le faire, et parfois juste parce qu'avant ils ont eu, je sais pas, 300 répétitions d'un mouvement qui leur a épuisé les jambes, et on leur demande d'aller courir un 800 mètres après ça. Donc ils vont courir en essayant d'économiser leurs jambes, donc ils vont se relâcher un peu, ce qui est pas idéal, mais voilà, Ouais. des fois ça se justifie un petit peu sur de la stratégie. On va dire, je vais moins fatiguer mes jambes parce qu'après je dois revenir et faire 300 squats. Donc je cours un peu autrement. Il y a quand même des pathologies type de traumatisme qui arrivent, hein, avec des lésions méniscales, parfois sur des personnes qui, encore une fois, portent beaucoup de charge, vont contrôler un petit peu moins leur fin de squat, rebondir un peu sur le bas du squat, réceptionner des barres dans des positions un peu contraignantes pour le genou. Enfin, il y a quand même une notion, il n'y a pas d'impact comme sur des sports de contact, mais il y a un impact avec des réceptions de barres, des réceptions de sauts, dans des amplitudes assez importantes. Donc en fait, tout ça, ça expose aussi à des pathologies un peu traumatiques, quoi. Okay. On va passer du crossfit et on va aller au rugby maintenant, parce que tout autre chose, mais tout autre sujet, mais parce que si tu accompagnes en tant que kiné une équipe de rugby en Île-de-France, hein, c'est Ouais, ça? c'est ça, l'équipe de rugby de Boulogne-Billancourt. Ok. Ouais, Mais ouais. alors, toi, tu fais du rugby? Et moi, je fais pas de rugby. Hein. Non, tu fais du crossfit, mais pas de rugby. C'est ça, moi je fais du crossfit et de la lutte, et je fais pas de rugby. Ok. Et ouais. Alors, Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre l'équipe ou bah, en fait, ça t'est- ça s'est passé aussi en 2019 quand j'ai commencé à travailler à K11. L'équipe de Boulogne-Billancourt qui avait un staff médical, en fait, il y a un des membres du staff médical qui a décidé de jouer un match avec l'équipe réserve du club, en fait, pour aller faire un peu de rugby, et qui a une fracture du fémur en allant faire ça. Hmm. Donc, à partir de là, un membre en moins dans la cellule médicale, il fallait trouver quelqu'un. Ils ont entendu parler de moi via un collègue, Monsieur Thibaut Thérézy, que je salue. Et, en fait, ils m'ont dit voilà, on cherche un kiné, est-ce que ça te dit de venir travailler chez nous? Et je suis arrivé à Boulogne-Billancourt en 2019. Et en fait, à partir de là, mon poste a pas mal évolué. Je suis arrivé en tant que kiné là-bas. Oui. En fait, j'arrivais pour faire des séances de soins, massage récup et un peu de triage, un ou deux soirs par semaine. En fait, il y avait la table dans les vestiaires et hop, les joueurs arrivent, j'ai mal là. Donc, soit tu les masses, soit tu leur dis, ah, bah, ça a l'air d'être quand même, enfin, il y a une suspicion de blessure, il faudra que tu fasses une imagerie, ou que tu vois ton médecin, ou que tu lances de la rééducation dans un cabinet. Et voilà, c'était tout. Puis, en fait, à partir de là, moi, j'ai installé la table de kiné dans la salle de muscu parce qu'il y a trop de moments où je disais aux joueurs, ah bah ouais, il faudrait que tu fasses ça comme exercice. Mais au final, comme j'étais dans le vestiaire, bah, je suis pas sûr qu'il y avait trop de. Enfin voilà, entre le vestiaire et le terrain, ils n'allaient pas jusqu'à la muscu pour faire l'exercice. Donc, j'ai mis la table là-bas. De la muscu, bah, j'ai commencé à faire un peu plus de réathlétisation sur des joueurs qui étaient blessés. Et ensuite, il y a eu un changement au niveau de la préparation physique du club. Le préparateur physique partait. Du coup, ils m'ont proposé d'intégrer la préparation physique en binôme avec une autre coach, Tamara, qui est aussi sprinteuse du Liban. Et du coup, on gérait la prépa à nous deux, moi plutôt sur les avants, elle plutôt sur les arrières. Et maintenant, maintenant, je gère tout seul la préparation physique de Boulogne depuis ça. Et donc, j'interviens parfois en tant que kiné, mais maintenant, la plupart du temps, pour la préparation physique du club. Ok. Et c'est à raison de combien d'heures par semaine? Comment tu t'organises là-dessus? Je fais 2 soirées par semaine, donc c'est environ 1 heure d'entraînement, enfin, 1 heure d'entraînement et 1 heure de préparation avant. Et enfin, j'ai les adultes et les jeunes 2 heures par semaine. En fait, Ok. je passe 2 soirées plus une après-midi là-bas.
Ok, alors pour quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose en rugby, même si je regarde de temps en temps les matchs, mais c'est quoi les qualités physiques et les qualités requises pour un joueur de rugby? Alors, alors, ça, c'est des choses. Il y a plein de ressources hyper intéressantes là-dessus, hein. Juste en tapant cette question-là, que ce soit sur Google, sur YouTube, en recherchant un petit peu, même sur PubMed, des qualités physiques du rugby, il y a plein d'articles là-dessus. Je pense que c'est des ressources intéressantes. Il y en a qui se posent la question, mais alors, bon, déjà, il y a pas tellement. Enfin, c'est difficile de chercher les qualités physiques qui vont faire qu'un joueur est bon en rugby. On peut Oui, chercher les qualités physiques qui vont l'orienter vers une bonne performance, mais après, enfin, c'est aussi la magie du sport collectif, c'est qu'on peut avoir des joueurs qui éclatent tous les scores sur les tests physiques et qui ne feront pas la différence sur un terrain parce qu'ils n'ont pas ces qualités rugbystiques là. Mais si on regarde vraiment d'un point de vue physique, on est exposé à des efforts de haute intensité en termes de vitesse, on est exposé à des efforts à haute intensité en termes de contact. Donc il faut être rapide et puissant. Il faut être capable de répéter des efforts de haute intensité, c'est-à-dire par rapport à un sprinter qui sera peut-être meilleur sur un sprint. Le joueur de rugby aura besoin peut-être d'être moins rapide que le sprinter. Par contre, il va falloir qu'il soit capable de sprinter et resprinter et resprinter et resprinter à de nombreuses reprises selon les situations de jeu qu'il va y avoir. mhm, Il faut être capable d'être puissant ou d'être impactant ou d'être indéformable au contact. En fait, il y a beaucoup de moments où il y a des phases de jeu où on cherche à traverser un bloc adverse. Donc, on peut avoir un joueur qui est rapide, mais s'il n'est pas impactant, il va avoir du mal à traverser ou va avoir du mal à défendre, parce qu'il faut essayer d'éviter que les autres nous traversent aussi. Donc ça joue pas mal. Il faut avoir une capacité d'endurance globale qui est aussi suffisante pour tenir en fait, le temps de jeu qui est assez long, les distances de course qui sont assez longues. Donc ça varie vraiment en fonction des divisions qu'on va avoir. Mais par exemple, dans les divisions pro, il y a pas mal de recherches qui sont faites là-dessus. On sait qu'il y a des postes qui vont courir jusqu'à 7-8 km par match. Voilà, si on a une endurance qui nous permet d'en courir que 4 et qu'après, voilà, on n'est pas capable de maintenir cette qualité ou cette intensité, bon, bah, soit c'est prévu dans la rotation, et c'est pour ça que le physique ne fait pas tout, hein. Il y a une stratégie par rapport au coach, par rapport au remplaçant, par rapport à tout le sport, en fait. Mais voilà, si on n'est pas capable de tenir cette endurance-là, bah, il faut que les coachs le prennent en compte pour avoir une stratégie qui colle aux capacités des joueurs. hmm. Toi, qu'est-ce que tu recommanderais comme sport complémentaire pour un joueur de rugby pour prévenir les blessures? Alors, c'est très vaste hein, ce que je dis, bref, prévenir les blessures, parce qu'il y a tellement d'impact. Euh, Mais c'est difficile à dire un sport complémentaire. En fait, il y a pas c'est pas tellement qu'il y a un sport qui préviendrait les blessures, c'est plutôt qu'il faut euh, planifier en fait ce qu'on fait pour atteindre des capacités qui répondent à la demande de ce sport. hmm, Euh, Globalement, quand on prépare des joueurs à une saison de rugby, on a une grosse partie de hors-saison où on augmente leur capacité de travail, où on augmente leur capacité technique, on travaille sur toutes ces petites choses qu'on a le temps de faire parce qu'il n'y a pas des matchs tous les week-ends. oui. Parce qu'une fois que les matchs sont lancés tous les week-ends, là, on est plus sur du travail en réaction. On a Mhm. beaucoup moins le temps de construire des choses. Et donc, on va dire, le premier truc qu'il faut, c'est préparer sa saison, préparer son corps, préparer ses capacités pour pouvoir diminuer déjà son risque de blessure quand la saison va commencer. Et une fois qu'on est un joueur en saison, qui là a des matchs tous les week-ends, il y a les piliers de de la récupération et qui vont directement influer sur le risque de blessure, à savoir une hygiène de vie qui est optimisée,
avec un sommeil suffisant, avec une nutrition qui est adaptée, avec enfin, voilà. En gros, oui, voilà, une hygiène de vie qui répond à la situation, avoir un entraînement qui est cohérent par rapport à ce qu'on doit faire aussi. C'est-à-dire que si je me dis, ah, bah, j'ai envie d'être meilleur au rugby et de moins me blesser, bah, du coup, je vais faire de la muscu tous les jours, plus des matchs le dimanche. Non, on va juste s'exposer à une surfatigue, la surcharge, et on va se blesser. Si on se dit, ah, bah, je vais faire l'inverse, je vais pas m'entraîner du tout, je vais que aller au match et je vais tout déchirer au match, bah, en fait, au fur et à mesure de l'année, on va pareil diminuer ses capacités, s'exposer à plus de risques de blessures, et là, ça va pas aller. Donc, tous les sports peuvent aller, juste il faut s'exposer à un renforcement qui est régulier, à protéger les zones qui sont à risque. Si par exemple, je sais que j'ai des épaules qui sont fragiles, qui ont déjà eu des blessures, bah, avoir peut-être un peu plus de renforcement d'épaule que des personnes qui ne sont pas blessées à l'épaule. Faire attention en renforçant spécifique, on pense souvent au cervical parce que les joueurs sont exposés au contact et du coup, voilà, il faut avoir du renforcement cervical. Il y a des personnes qui vont manquer de mobilité, ben on va faire plus de focus sur la mobilité. Il y a des personnes qui vont être trop mobiles, voire hyperlaxes, et on veut éviter qu'ils soient dans des situations à risque, donc on va les renforcer pour diminuer ce risque-là. Ça, c'est vraiment de l'individualisation. Mais Ouais, voilà. Mmh. ouais. Et ça dépend aussi de leur, placement dans le je sais pas comment on appelle ça Ouais, d'ailleurs? ouais, ouais, de leur Dans poste, le ouais, complètement, ouais. leur poste, voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Après, moi, je suis pas, enfin, je suis pas, je pense qu'il y a plein de personnes vraiment bien plus qualifiées que moi sur ces analyses-là. Enfin, moi, le club dont je m'occupe, on est en Fédéral 3. Je suis là depuis quelques années. Mais c'est vrai que si on est dans un contexte idéal, on pourrait, voilà, faire un suivi kiné, de la préparation physique individualisée au poste. Mais ça demanderait, enfin, ça demande beaucoup de ressources, ça demande aussi beaucoup d'éducation de la part des joueurs, de la part du staff. Enfin, il y a plein de choses qui seraient intéressantes de tout individualiser au poste, et en même temps, il y a plein de limites qui font que c'est pas forcément cohérent. Et il y a quand même aussi une cohésion de groupe qu'il faut avoir. Si chaque joueur avait son entraînement individuel qui ferait rien comme les autres, euh, je pense que les joueurs le vivraient pas forcément mieux. Là, Ouais. pour avoir été à quelques séances par exemple, de préparation physique ou de musculation dans des équipes professionnelles, l'ambiance qui est mise en salle de muscu, ça joue aussi sur la motivation qu'il faut avoir. Enfin, c'est pas facile d'avoir des matchs avec une intensité énorme le vendredi et le samedi, et le lundi, il faut être là le matin parce que voilà, il y a muscu au programme et il faut y aller en fait. C'est plus sympa Ouais, si on sait qu'on rejoint son équipe, son groupe, et que c'est pas, bah non, toi tu vas faire ça tout seul là-bas et toi tu vas faire ça tout seul là-bas. oui. Mmh. À part tout ce qui est traumatique, fractures, impact, violent qu'on voit souvent au rugby, c'est quoi les pathologies qu'on peut remarquer, mais hors match, j'ai envie de dire? Je sais pas si c'est clair ma question. Euh, les pathologies, pas, les pathologies de la troisième mi-temps, je sais pas. Non, mais Non, tu non, vois, quel, ce qu'ils peuvent développer, comme pathologie, mais sans percussion, en fait, sans impact direct avec, le sol ou un autre joueur? bah, en fait, tu peux avoir aussi beaucoup de pathologies de surcharge, déjà parce qu'ils ont, mine de rien, pas mal de distances de course. Donc, Oui, ils n'ont pas tous la même, ils n'ont pas non plus tous la même morphologie. Et en fait, il y a plein de joueurs qui vont être exposés aux fascites plantaires, aux périostites, aux tendinopathies rotuliennes. Euh, ça peut arriver pas mal. Il y a aussi pas mal de joueurs qui se plaignent de douleurs de hanche parce que, en fait, il y a beaucoup pour certains joueurs, notamment pour les postes avant, de positions accroupies, que ce soit en mêlée, que ce soit de descendre bas pour plaquer. Donc ils vont oui. fléchir, retendre. Et il y en a chez qui ça peut provoquer aussi ce type de douleur-là. D'où l'intérêt de Les la mobilité, là. et d'où l'intérêt de la mobilité. Les pubalgies, on est pas mal exposé à ça aussi. En fait, voilà, Mmh. il y a beaucoup de blessures du membre inférieur qu'on retrouve dans plein de sports collectifs et qui sont un peu ces signes de surcharge. Alors après, il y a l'éternelle lésion du ligament croisé sans contact qui est Oui. hyper présent ou parfois avec un contact indirect.
auxquelles les joueurs sont très exposés. Et voilà, c'est tout enfin, même là, au congrès de Monaco, où le thème était sur la prévention, il y a encore énormément d'études qui sont faites pour essayer de prévenir cette pathologie qui a une prévalence énorme en fait chez les joueurs qu'on suit. Et on voit, voilà, on peut imaginer qu'en rugby, il y a un joueur qui peut avoir une rupture du ligament croisé parce qu'un autre joueur tombe sur son genou et qu'il n'y a aucun moyen de se protéger. Bon, bah là, on est vraiment sur l'accident. Après, on a aussi la rupture du ligament croisé qui arrive parce que le joueur fait un changement de direction tout seul pour déborder un adversaire ou suivre le ballon ou n'importe quelle situation. Et là, aussi subit une rupture du ligament croisé. Et c'est beaucoup ces ruptures-là sans contact qu'on cherche à prévenir, parce que bon, on va pas empêcher un joueur de tomber sur le genou d'un autre, ou alors parfois c'est que les règles du sport ne conviennent pas, il y a parfois des modifications qui sont faites là-dessus, mais sinon les ruptures sans contact, là on essaie de faire un maximum de choses sur ça. Mais globalement, s'il y a un message qui ressort que je trouvais très intéressant au congrès de Monaco, c'est que grâce à toute la recherche qui a été faite et à ce qui a été mis en place, aujourd'hui on est quand même beaucoup plus confiant sur nos capacités à réduire les blessures, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire pour réduire le risque de blessure. Je ne dis pas l'amener à zéro, ça c'est pas possible, mais réduire les risques de blessure dus à l'exposition au sport, on sait faire. Par contre, comment les intégrer dans la pratique sportive auprès des clubs, auprès des staffs, auprès des joueurs pour assurer qu'il y ait une bonne adhérence, un bon maintien, que ce soit des protocoles d'exercice, de l'éducation mise en place, etc. Ça, c'est le challenge de maintenant, en fait. Super. Mais voilà, des études sur recherche d'un protocole pour diminuer le risque de pubalgie chez des joueurs de sport collectif, il y en a plein et tous les protocoles présentent une amélioration significative du diminution significative du risque de blessure. Ça, c'est cool. Par contre, quand on regarde en pratique, quand on fait des questionnaires auprès des clubs, OK, est-ce que vous arrivez à mettre en place cette batterie d'exo, machin, il y a marqué qu'il faut le faire 3 fois par semaine, ça prend 20 minutes. La réponse en général, c'est en fait, on n'a pas 3 fois 20 minutes à mettre quand on a 2 heures d'entraînement dans la semaine plus les matchs. C'est hors de question. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que si on regarde vraiment précisément ce que les clubs font, ils sont pas obligés de suivre l'entièreté des protocoles parce qu'ils en appliquent déjà une partie spontanément dans leur entraînement. Et notre boulot en tant que kiné, quand on suit une équipe, c'est d'être capable de chercher peut-être ce qui manque pour optimiser leur prévention de blessure. C'est pas de prendre tout le protocole qui est publié dans l'étude et de l'appliquer, c'est de dire bon bah ça vous en avez besoin, ça vous n'en avez pas besoin. Et comment est-ce que vous pouvez l'appliquer? Comme ça, ce serait cohérent. Et ensuite, de regarder si ça a un effet sur le risque de blessure. Si ça en a un, tant mieux. Si ça en a pas, comprendre pourquoi ça ne marche pas, essayer de contourner le problème. Et je trouve que c'est une vraie... Enfin, j'étais très content d'entendre ce message-là, parce que j'ai l'impression qu'on est toujours au même point. Il y a du progrès quand même. Non, c'est que les progrès, voilà, ça met du temps, mais ça avance. Et ça, c'est cool. Super. Dernière question, Antoine. Qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans le métier de la kiné? Je pense que un peu comme tous les gens que j'ai entendus passer du coup sur ton podcast, la reconnaissance, ce serait faire évoluer notre reconnaissance, ça ce serait cool. Ouais, c'est un truc, je pense que voilà, je vois qu'on est plein à faire plein d'efforts pour se former, pour développer nos compétences, pour être là où il faut quand il faut, et voilà, faudrait que ça se ressente plus. Mais je pense aussi qu'il y a, voilà, d'un point de vue plus personnel, je pense qu'un truc qui va peut-être évoluer, ce serait les questions de spécialisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un corps de métier qui est super large. Quand on sort de notre diplôme, en fait, quelqu'un qui dit juste, bah oui, maintenant je suis kiné, ça peut être une personne qui va travailler en hôpital, qui va être plus spécialisée dans des pathologies en pneumologie, sur de la kiné respiratoire, ou qui va être plus spécialisée en gériatrie, sur la gestion des pathologies liées à la personne âgée, ou des traitements mis en place à la personne âgée, ou un kinésithérapeute du sport. Bref, en fait, on a énormément de corps de métier qui sont très différents. Et en fait, on est tous sous le même... en fait, on appartient tous au métier de kiné. On est tous juste kiné diplômés d'État.
Et je pense que ça rend le truc peut-être un peu difficile à développer. Enfin, peut-être que c'est un frein aussi alors pas à la reconnaissance de nos compétences, mais plus à l'identification de notre métier, de notre impact sur ces différents environnements-là. Voilà, je pense que peut-être voilà, la spécialisation, que ce soit dans la formation, dans l'exercice une fois qu'il commence à être fait, peut-être que c'est quelque chose qui arrivera. Après, je pense pas qu'il faille avoir des kinés spécialistes de une pathologie, genre je suis spécialiste de l'entorse de cheville et je fais rien d'autre, mais à vrai dire, il y a des chercheurs qui sont spécialistes d'une pathologie, donc ça me choquerait pas non plus de voir ça. Oui, c'est assez récurrent d'ailleurs, hein. Il y en a pas mal qui en parlent justement de cette envie de se spécialiser, de ce besoin Ouais, de se spécialiser. Ouais. ouais, c'est vrai. Après, sinon, je pensais aux spécialisations parfois par compétences. Oui, Par c'est ça. exemple, les notions de triage, il faut qu'on développe tous des compétences là-dessus, mais il y en a certains qui iront plus loin et qui seront forcément plus experts de cette compétence-là. J'avais vu il y a un podcast intéressant d'un kiné australien qui s'appelle Jared Powell, désolé pour Oui, l'accent, The Shoulder Physio. Et, c'est bon, j'ai compris. Ouais, le champ de fusil, ouais, ouais, ouais. ouais, et qui fait des podcasts qui s'appellent On the Shoulder of Giants, où donc Oui, il récupérait deux personnes qui n'étaient pas d'accord sur un débat un peu houleux et il les met en, en fait en débat, et c'est super intéressant parce qu'il prend des personnes aussi vraiment top niveau. Par exemple, il a pris Chad Cook et Adam Meakins. Donc Chad Cook qui est un kiné qui a beaucoup travaillé sur de la thérapie manuelle, fait de la recherche sur le trouble musculo-squelettique, a écrit un livre sur les tests orthopédiques pour discuter de leur validité, etc. Et Adam Meakins qui a une position assez contre le hands-on. Et en fait, on a une discussion hyper intéressante sur les deux qui nous disent, bah ouais, en fait, il y a toujours une zone, en fait, il y a une zone en entre-deux où la thérapie manuelle apporte du plus. Là, notamment, il parlait des notions de triage, de bilan, etc. Mais que ça ne fait pas tout sur les patients. Donc, en gros, voilà, je pense que cette notion-là, elle peut être intéressante à développer. oui, Des oui, kinés complètement. qui spécialisent dans la prévention, dans l'accompagnement en activité physique adaptée. En fait, on peut pas être partout tout le temps. Et je pense que on peut forcément être meilleur sur un terrain, décider de développer une expertise sur un terrain, mais voilà, le côté très large où on est partout, je pense que celui-là, il est peut-être qu'il va changer au fur et à mesure. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Bah écoute, Antoine, merci, c'était super. Tu vois, j'ai une mini formation sur le rugby et le CrossFit. Trop bien. J'ai l'impression d'avoir énormément parlé. Bah, c'est le but aussi, mais c'était super intéressant. Merci Gabriel. Allez, je te souhaite une bonne journée. Ciao.